On va parler effectivement de la page française et on ouvre. C'est intéressant parce que tout va dans le même sens et le détail n'existe pas. Monsieur Geffray, hein, c'est ça le ministre Édouard Geffray, souhaite que les enfants commencent à 9 heures. Bon, il y a 1000 manières d'interpréter ça. Moi, j'interprète ça une nouvelle fois comme quelque chose de facilité. Voilà, c'est plus difficile de se lever à 8 heures qu'à 9 heures. C'est plus commode, donc une nouvelle fois, ben voilà, ils vont commencer plus tard. Comme ça, ils dormiront peut-être un peu plus. Et puis comme ils se couchent un peu plus tard, peut-être avec les écrans, etc. Bon, c'est une interprétation. Vous savez que je ne suis pas de votre avis. Oui, c'est pas... Et vous savez bien en même temps que ceux qui ne sont pas de mon avis n'ont pas le droit de s'exprimer autour de la table. Vous avez vu que je ne me suis pas exprimé. Non, mais moi je pense... En fait, je vois là où vous voulez en venir, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur les rythmes scolaires au sens large. Ce que dit le ministre, à mon avis, mérite qu'on s'y attarde. C'est-à-dire réduire les vacances, par exemple, vacances d'été, et moins concentrer tous les cours avec des journées à rallonge. Mais en fait, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les faits, c'est que le matin, on met le français et les maths, et l'après, on met les matières où les élèves n'ont plus aucun temps de concentration. Et vous allez faire reprendre les enfants le 15 août en Corse quand il y a 40 degrés? Non, pas forcément. Vous pouvez faire démarrer les vacances un peu plus tard. Le mois de juillet peut être travaillé. Et donc vous allez travailler le 15 juillet dans le sud de la France où il y a 40 degrés. On fait plus rien, hein. Non, écoutez, ça, les vacances, c'est vraiment pas le problème. Les vacances d'été, en tout cas, ça fait 2 mois. Alors on peut peut-être réduire des vacances, pourquoi pas de la Toussaint. Dans le temps, il y avait 8 jours. On essayait de s'attaquer aux causes et non pas aux conséquences. Pourquoi les gamins sont HS le matin? C'est parce qu'ils passent leur soirée devant des écrans. C'est les parents. Hein. Oui, c'est ce que je vous dis. Et en plus, vous savez que c'est pas seulement qu'ils se couchent tard, c'est que après on dort mal parce qu'il y a une forme d'excitation, parce qu'on a voilà. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Le sujet qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Madame Duflot. Comment accélérer la faillite de l'éducation nationale et accroître les inégalités? Eh bien, Madame Duflot a trouvé la solution parce que elle a dit que l'orthographe c'est un outil de distinction sociale. Et l'ancien professeur de français que vous êtes, ça doit vous faire réagir. Écoutez, la langue française est attaquée, notamment pour la question de l'orthographe, mais l'orthographe, c'est la partie émergée, visible de la chose. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est simplifier la langue française tout court. Pourquoi ? C'est-à-dire notamment la syntaxe. Pourquoi ? Pour qu'elle se rapproche le plus possible de l'anglais, dont la syntaxe est plus facile, ou de l'arabe, dont la syntaxe est extrêmement facile aussi. Vous voyez ? Donc il s'agit de simplifier les choses. Et lorsqu'on simplifie les choses, on perd des nuances, on perd des possibilités de dire les choses autrement et plus profondément. Alors, vous parlez des horaires scolaires, mais pourquoi ils ne parlent pas de contenu ? C'est toujours la même chose. On ne parle pas du contenu. On devrait enseigner la langue française telle qu'elle est. Il y a peut-être des aménagements possibles. Par exemple, l'accord du participe passé des verbes pronominaux, ça, on peut effectivement simplifier. Mais si on commence à tout simplifier, moi, j'ai entendu des choses disant qu'effectivement, la langue française est une langue de classe, est une langue chiante à cause de sa syntaxe. Vous vous rendez compte ce qu'on dit, là ? Non mais pas supportable. Parce que là, si vous simplifiez l'orthographe, vous allez devoir la grammaire, réimprimer toute la littérature française parce qu'ils ne sauront plus la lire. Éric Nolot, mais c'est très intéressant ce qu'a dit Madame Duflot. Mais très intéressant. D'abord, moi, je me réjouis d'appartenir à un pays où la possibilité d'écrire nénuphar avec un F provoque une guerre civile. Je trouve que c'est un signe de civilisation très avancé. Ensuite, Madame Duflot s'inscrit dans le projet de la Nouvelle-France, c'est-à-dire qu'il faut éradiquer tout ce qui a précédé. Le respect de la grammaire, ça appartenait au monde d'avant, c'est fini. Le respect de l'orthographe, c'est fini. Ensuite, elle s'inscrit évidemment à rebours du projet républicain, du projet d'éducation nationale des hussards noirs, parce qu'on disait quoi ? On disait, les gamins, on va leur apprendre cette orthographe un peu difficile, on va leur apprendre cette grammaire un peu difficile. On a renoncé à cette ambition, maintenant c'est, on va descendre à leur niveau, et pourquoi pas adopter une orthographe phonétique. Voilà. Donc, je trouve que c'est contraire à toutes les traditions. Ce sont vraiment des propos qui sont non seulement très bêtes, mais qui sont vraiment pernicieux, quoi. Parce qu'en fait, vous envoyez le message aux gamins, pourquoi apprendre, puisque en fait vous participez à un système de domination, révoltez-vous contre l'orthographe et la grammaire. C'est stupide d'un bout à l'autre. Marie-Hélène Trémollet, qui est la personne la plus jeune de ce plateau et qui maîtrise l'orthographe et la grammaire, c'est vrai que dans votre génération, on est parfois surpris. Parce que dans la nôtre, nous étions plutôt bien formés. On n'avait aucun mérite d'ailleurs, puisqu'on nous l'apprenait. Donc, Oui, mais je pense qu'il y a une baisse globale. Je pense que si on vous faisait une dictée qui datait de 20 ans avant l'époque où vous-même aviez été en classe,
ce serait encore plus difficile, etc. En revanche, je trouve que les propos de Mme Duflot sont un peu dépassés, notamment parce que il faut que les professeurs, et les professeurs en ont conscience d'ailleurs, mais il faut que le reste de la population ait conscience que tous les élèves ne se demandent pas si l'orthographe est discriminatoire. L'orthographe n'est plus un problème pour eux, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour demander un stage, pour écrire quelque chose d'un peu formel, etc., l'intelligence artificielle fait parfaitement les choses et il n'y a absolument plus besoin de savoir mettre un texte en forme, de pouvoir synthétiser sa pensée, etc. Il suffit de tout balancer dans un outil d'intelligence artificielle et ensuite c'est transféré de manière parfaite. Donc pour moi, la problématique, c'est surtout pas de renoncer à l'apprentissage de l'orthographe à l'école, c'est vraiment le dernier endroit où ils seront en capacité d'exercer, au moins d'apprendre un peu de grammaire et d'orthographe, parce qu'après, ce qui est sûr, c'est que l'entrée de ces générations dans le monde du travail, ils n'auront plus jamais besoin de prouver qu'ils savent écrire seuls, par eux-mêmes, sans faute. De toute façon, l'orthographe, Richard Millet. il y a longtemps que ce n'est plus éliminatoire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une licence sans savoir l'orthographe. Ouais. C'est pas forcément compté dans les examens, Le par ministre a exemple. changé ça, justement, a demandé des recommandations. Thomas Un Bonnet. dernier mot sur Cécile Duflot, parce que l'autre chose qu'on n'a pas dite, c'est que dans le texte qu'elle a publié, elle dit elle-même qu'elle a pu bénéficier, elle, de l'enseignement strict de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe, mais donc elle estime que ce dont elle a bénéficié, bon, les autres, finalement, n'ont pas vraiment besoin d'y avoir accès. Et pire que ça, ses propres enfants. Je suis persuadé que ses propres enfants sont dans des lycées élitistes, dans lesquels, évidemment, que le respect de l'orthographe est un préalable et vraiment très important. Donc, je trouve que ce deux poids, deux mesures, autrement dit, bon, nous, on sait comment faire, mais que les autres ne le sachent pas, c'est pas si grave que ça. Je trouve ça vraiment le signe de ce mépris, vraiment, d'une partie de ces élites, notamment de gauche. Petite carte postale de Florian Bachelier, qui est rennais. Et nous avons vécu hier une fin d'après-midi difficile, mais bon, je le cite quand même. C'est juste une mère qui veut privilégier ses enfants. Florian Bachelier dit ça et parle de Madame Duflot. Il va dans votre sens, qui eux sont dans des bonnes écoles parisiennes sélectives. C'est humain, pas très de gauche, mais c'est humain. S'amuse-t-il? Bon, Charles Aloncle. Alors Charles Aloncle, c'est vraiment intéressant. Là, quoi, tout est intéressant, tout fait sens. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a supporté, on voit le poids là du système. Quand il arrive sur toi, on le voit aussi sur CNews, parce que c'est les mêmes. C'est-à-dire que toute parole discordante du système est attaquée, mais unanimement. Unanimement. C'est-à-dire service public, mais aussi médias privés. Alors, on ne va pas citer, mais vous savez très bien à qui je fais référence. Et quand on ne peut pas attaquer le raisonnement, on attaque le raisonneur. C'est quoi le problème du service public? Au-delà de ce qu'on a effectivement découvert, les chambres à cadres, l'argent, tout ça, mais j'ai envie de dire, à mon sens, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'idéologie. C'est-à-dire qu'hier soir, je regardais encore France 5, il y avait le président de la Maïf qui était là, qui expliquait que les patrons du CAC 40 l'avaient appelé pour lui dire que Jordan Bardella était nul. Il expliquait ça. Bon, sans preuve, sans rien du tout. Donc, Sans contradicteur, surtout. Sans contradicteur, c'est l'émission... bon. C'est politique ou... Voilà, donc il est là. Alors, le président de la Maïf, il va être invité partout. Et c'est une manière aussi pour lui de se faire entendre. C'est pour ça que tout le jeu est pervers. C'est-à-dire que lui, il est content, il est sur la photo. Comme il a la parole que veut entendre le système, il est invité partout. Et il explique effectivement que le Rassemblement national, sur le plan économique, est nul. Et d'ailleurs, les patrons du CAC 40 lui ont dit. Bon... C'est un système... Vous savez ce que veut Richard Millet. Vous savez ce que veut dire Maïf, Pascal? Non. Mutuelle assistante des instituteurs de France. Ouais. Au départ, c'était une mutuelle qui était réservée aux professeurs. Oui. J'en fais partie et j'étais quand même choqué par ce que ce président dit. Parce Mais qu'il d'ailleurs, sort de quoi il se rôle. mêle? Mais bien sûr. Il sort de son rôle, c'est tout. Mais bien, de quoi il se mêle, le président de la Maïf? Il ferait mieux de se mêler de l'orthographe, précisément. Mais bien sûr, Exactement. de quoi il se mêle, ce monsieur? C'est pas du tout... bon. Mais c'est le système. C'est un agent du système, c'est un acteur, plus exactement, du système. Donc vous allez voir le sujet de Marine Sabourin, c'est très intéressant parce que il a eu du courage, Charles Aloncle, parce que il a vraiment été traité, il a été humilié, il a été calomnié, il a été insulté, etc., etc. Et on va voir ce qui va se passer. Il en sort quand même, moi je pense qu'il en sort grandi parce que les Français font la part des choses. Oui, Ils ont vous vu que avez c'était un raison. député qui travaillait, Oui. qui a mené son travail de manière pugnace certes, mais correcte. Et au final, je pense qu'il en sort avec... Et plutôt Mme des honneurs. Braun-Pivet ne l'a évidemment pas aidé. Au contraire, elle a pris la parole pour dire qu'il avait mal travaillé. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Mme Braun-Pivet, qui imagine être présidente de la République, c'est dire. Bon, eh bien, elle veut être invitée à France Inter, elle veut être invitée à Quotidien, elle veut être invitée dans toutes ces missions. Et elle a donné les signes. Les signaux, je suis avec vous, les gars.
Je suis dans le système, vous pouvez m'inviter. Donc quand elle sera invitée, parce que c'est ça, c'est donnant-donnant. Donc tu tapes sur à l'oncle et après tu seras reçu en majesté. Bravo, vous êtes opposé. Ah, je vous félicite, Madame Braun-Pivet. Magnifique. Vous pouvez être candidate à la présidence de la République. On verra ce que les Français jugeront. 9h43, écoutons le sujet de Marine Sabourin. Le vote organisé à huis clos débutera aux alentours de 14h30. La diffusion intégrale du rapport dépend du choix des 30 députés qui ont participé à cette commission. Pour qu'il soit rendu public, la majorité d'entre eux doit voter en ce sens. Le vote se tient à main levée, mais pourrait se dérouler à bulletin secret si suffisamment d'élus le demandent. Les rejets sont rarissimes mais pas à exclure. La commission s'étant déroulée dans un contexte particulièrement tendu. D'ailleurs, nombreux sont les médias qui ont publié des préconisations supposées de Charles Aloncle, démenties par le rapporteur lui-même. Ce week-end, le président de la commission a quant à lui appelé les députés au devoir de réserve. J'appelle chaque membre de la commission d'enquête au respect absolu des règles et à la plus grande retenue d'ici la réunion, qui doit pouvoir se dérouler dans un cadre serein et digne. Pour rappel, l'accès au rapport est soumis à un protocole strict. Seuls les députés de la commission y ont accès et sous la surveillance d'huissiers. Il est strictement interdit de le photographier ou le photocopier. Maï-Hélène Trémollet, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ? Ce qui va se passer, c'est que les députés se retrouvent à 14h30, tout est à huis clos. Ils vont pouvoir, Charles Aloncle va exposer les grandes lignes de son rapport qui sont en réalité sorties dans la presse ces 2 derniers jours. Donc je pense que la tension dans la pièce sera palpable, puisqu'en plus chacun se renvoie à la responsabilité de ses fuites depuis 2 jours, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et ensuite, il y aura un potentiel débat où ils peuvent se mettre d'accord sur certains éléments en disant par exemple le sujet des fusions, des potentielles fusions de certaines chaînes de France Télévisions comme France Info et France 24, c'est un point qui fait débat. On peut s'attendre à ce que certains députés disent on souhaiterait que ça soit enlevé du rapport si on choisit de voter pour qu'il soit publiable. Thomas Bonnet, le principe de voter, c'est ridicule en fait. Oui, alors ça n'a pas de sens ce principe. C'est-à-dire que tu fais un rapport, tu le publies. Ouais. C'est très étrange. C'est arrivé une fois en 2011 sur le financement des syndicats. Oui. C'est la seule fois où c'est arrivé. Oui, Moi, l'information que je peux vous donner ce matin, il y aura 2 votes en fait. Il y aura un vote sur la publication du rapport, ça c'est ce qui est prévu. L'information que je peux vous donner, c'est qu'il y aura un vote aussi sur le maintien sur le site de l'Assemblée nationale des vidéos et des comptes rendus dans l'éventualité où le rapport ne serait pas publié. En fait, ça laisse une porte de sortie à ceux qui ne veulent pas que tout ce travail soit jeté à la poubelle, mais ne partagent pas les recommandations, les conclusions de Charles Aloncle. Mais c'est le principe d'un rapport. Oui, alors en fait, mais le rapport est au nom de toute la commission d'enquête. Le rapport, de tous il a estampillé Assemblée nationale, commission d'enquête parlementaire sur le Et alors, parmi ces 30 personnes, c'est représentatif, évidemment, de l'Assemblée nationale. Un tiers de gauche, un tiers... Donc ça votera pas pour le rapport. Alors on verra LFI, on n'est pas sûr encore, mais a priori ça vote plutôt contre. Renaissance. Ils s'abstiennent, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal ce matin sur notre antenne. Et pourquoi ils s'abstiennent, Renaissance ? Parce qu'ils ne valident pas les conclusions. Ils ne valident pas les conclusions. Et pourquoi ils ne valident pas Si vous refusez les conclusions, vous passez pour un censeur et ça va être aussi facile ensuite pour le groupe UDR de dire ce député, votre député, a voté contre le rapport Aloncle, alors qu'on a vu que cette commission d'enquête a été extrêmement suivie et que beaucoup de Français, je pense, partagent votre questionnement sur le fait que les rapports soient publiés ou non. Mais comment ça se passe d'habitude ? Tout le monde vote, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord avec les conclusions du rapport. Une fois qu'ils n'ont pas voté. Est-ce qu'on vote pour que le rapport soit publié ou on vote pour le fond... Vous votez pour que le rapport soit publié, mais il est publié en votre nom, d'une certaine manière, parce qu'il est au nom de la commission. D'habitude, ils votent et il y a une majorité qui se dégage à chaque fois. Est-ce que tout le monde vote, par exemple, même si on n'a pas d'accord la sensibilité politique, il y a des différences, mais est-ce que, par exemple, sur 30, tout le monde vote d'habitude pour la publication ? Après, c'est à huis clos et c'est à main levée, donc généralement, on n'a pas trop le détail. Après, dans le contenu, on n'a pas le contenu du rapport par définition, mais vous avez eu des antagonismes très marqués entre différents interlocuteurs dans cette commission, donc vous pouvez imaginer qu'il y ait des participants qui n'aient pas apprécié la manière de conduire les travaux de Charles Aloncle. C'est possible. L'existence même de ce débat est insensée. C'est-à-dire ? Parce que ça doit être publié, évidemment. Et s'agissant de l'argent public, je pense qu'il ne devrait même pas y avoir de débat. Ça devrait être publié parce que les Français ont le droit de savoir comment est utilisé l'argent de leurs impôts. Alors cette petite tambouille, en plus avec le double vote, là, ça ne va pas arranger l'image de la politique aux yeux des Français. Qu'est-ce qu'on a à cacher ? Qu'est-ce qu'on a à cacher ? Écoutez, Gabriel Attal, il était ce matin avec nous, avec Laurence Ferrari, et il a justifié la position du groupe Renaissance.
Alors moi, je ne suis pas membre de la commission d'enquête, donc je n'ai pas accès au rapport, puisque vous connaissez les règles de l'Assemblée, c'est seulement les membres qui ont accès au rapport. Maintenant, j'ai des membres de mon groupe, ils se sont réunis hier, et je crois qu'ils ont décidé de s'abstenir pour ne pas empêcher la publication du rapport. Pourquoi ne pas voter pour, alors, sans pour autant cautionner, en tout cas valider le contenu du rapport avec lequel ils ont des désaccords. S'abstenir, ça veut dire quoi? Le vote n'est pas uniquement, Laurence Ferrari, sur la publication du rapport. Le vote, c'est est-ce que vous adoptez le rapport, y compris avec son contenu. Ils ont des désaccords sur le fond avec le rapport, ils ne veulent pas pour autant empêcher qu'il soit publié. Moi-même, je vais vous dire, je trouve ça très bizarre qu'il puisse y avoir 6 mois de commission d'enquête et qu'on bloque la publication d'un rapport. Donc d'ailleurs, pour moi, il faudrait peut-être changer les règles à l'Assemblée pour que la publication soit automatique et que le vote soit clairement pour ou contre les conclusions du rapport. Le président de la Commission a demandé ce matin à ce que le rapport soit publié quoi qu'il arrive. Hein. Voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Écoutez Mathilde Panot, qui était sur France Inter. Le rapport à l'oncle controversé, puisque les premières fuites sont arrivées dans la presse, sera soumis au vote des députés de la commission d'enquête demain. 4 membres de LFI sont membres de cette commission d'enquête. Est-ce qu'ils voteront pour la publication de ce rapport demain? Alors nous allons avoir une discussion avec le groupe parce que nous sommes face à un dilemme comme beaucoup des groupes parlementaires. D'un côté, normalement, vous ne votez pas sur la question des mesures et sur le fond du rapport. Vous votez pour savoir si le rapport peut être publié ou non publié. Si vous votez en faveur de la publication du rapport, du coup, vous admettez un travail parlementaire qui est un travail parlementaire à la limite de la diffamation, absolument malhonnête et qui est à l'image de cette commission d'enquête. Ce que vous avez vu dans les premières fuites de presse, 1 milliard d'économies par exemple, avec la fusion de France 2 et de France 1. On a bien compris que l'extrême droite voulait détruire l'audiovisuel public pour permettre à ses amis milliardaires et notamment à Bolloré de mettre toute la main sur l'information et notamment sur un enjeu très fort qu'est la démocratie. Mais il doit être publié ce rapport ou pas alors? Oui, mais vous comprenez le dilemme dont je suis en train de parler. C'est ça l'enjeu de demain. Et c'est ça dont on va décider avec le groupe. C'est que si vous votez pour, le rapport est publié, c'est un très mauvais rapport parlementaire. Si vous votez contre, vous aurez alors une extrême droite qui va pleurer sur ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire, ce qui est dommage dans cette commission d'enquête, c'est qu'on passe à côté d'un débat dont on ne fera pas l'économie sur ce que doit être l'audiovisuel public. Et nous défendons un audiovisuel public qui est fort, qui est indépendant, qui est doté de moyens, et je parle notamment de la titularisation des travailleurs dans le service public de l'audiovisuel, mais aussi, et il faut poser la question, il faut aussi poser la question de ce qui ne va pas dans l'audiovisuel public. Et je le dis puisque ici nous sommes à France Inter, il y a une question par exemple de savoir pourquoi est-ce que Guillaume Meurice, des voix comme Guillaume Meurice, Julia Foyce et Pierre-Emmanuel Barré et d'autres ont été soit licenciés, soit remerciés. Oui, mais je le dis parce que ça, c'est un débat sur la démocratie et la question du pluralisme qu'il faut aussi prendre à bas-le-corps, tout en défendant l'audiovisuel public, ce que nous faisons face notamment aux milliardaires et à l'ingérence très forte. Et nous, je le dis, nous démantellerons l'empire Bolloré en arrivant au pouvoir. Madame Panot, quand je prononce votre nom, je ne dis pas Panot. Donc on dit Monsieur Bolloré. Et moi, j'ai dit Madame Panot. Est-ce que vous avez bien entendu le principal grief que Mademoiselle Panot fait à ce rapport, c'est qu'il ne préconise pas la réintégration de Guillaume Meurice à France Inter. Pour elle, c'était l'enjeu de la commission d'enquête. Non, c'est intéressant de vivre dans la tête quelques instants de Mademoiselle Panot. On n'a pas envie d'y rester, mais c'est un séjour instructif. Monsieur Nolot, vous avez osé dire Mademoiselle Panot, vous savez que c'est interdit par la loi. Je retire. Bon. Je retire, je suis bien désolé. En tout cas, on dit Madame Panot et on a une courtoisie. Voilà, on ne parle pas des gens comme cela.